Merci d'être avec nous sur Radio J et avec Christophe Dard. Nous allons vous proposer à présent un nouveau volet de notre feuilleton quotidien, l'histoire des Juifs de France. Déjà plus de 200 épisodes, et oui 200 épisodes que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube Radio J. Alors pour ce nouvel épisode, Christophe, nous allons vous raconter la vie de Robert Debré, considéré comme l'un des plus éminents médecins français, pionnier de la recherche médicale. Il est l'un des fondateurs de la pédiatrie moderne et son nom est associé à un grand hôpital parisien situé dans le 19e arrondissement de Paris. Robert Debré est également un grand résistant et c'est bien de tout cela que nous allons parler. Et nous allons développer la vie de Robert Debré avec vous, Christophe. Oui, on prend la direction de Sedan dans les Ardennes, c'est près de la frontière belge et c'est là que naît Robert Anselme Debré. On est donc en 1882, il descend d'une famille originaire de Bavière et qui vient s'installer en France en Alsace, plus précisément dans le village de Wasthofen, c'est non loin de Strasbourg, fin 18e siècle, au moment même où la Révolution, on en a déjà parlé, accorde la citoyenneté française aux Juifs, c'était en 1791, alors que d'ailleurs, quelques années auparavant, les Juifs d'Alsace devaient payer un péage pour se rendre à Strasbourg. En 1808, le décret de Bayonne promulgué par Napoléon Bonaparte oblige les Juifs à adopter un nom français. Anselme Moïse Dabache choisit de s'appeler désormais Anselme Deprez, qui se transformera bientôt en Debré, plus proche en fait de la sonorité de son nom original. Debré en fait vient de l'hébreu dabar, qui signifie au pluriel parole de, ce qui tombe bien si l'on peut dire, puisque Angel est chantre à la synagogue et il donne des leçons de yiddish et de Talmud aux petites communautés juives alsaciennes environnantes. On peut donc dire que Angel Moïse a résisté à l'empereur puisqu'il a choisi un nom à consonance hébraïque alors qu'on lui demandait vraisemblablement plutôt d'en choisir un chrétien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans cette famille qui a adopté, on va dire, les lois républicaines, le grand-père de Robert, Jacques, sera le premier élu juif de Wasthofen, donc le village d'origine en Alsace de la famille, et c'est d'ailleurs le premier adjoint au maire de la commune. Et d'ailleurs, sa première décision sera de permettre à toutes les religions de cette commune alsacienne d'avoir leur propre lieu de culte. À noter d'ailleurs aussi, Ilana, qu'une autre grande famille républicaine est également originaire de ce village de Wasthofen, c'est la famille Blum, qui comprend bien sûr notamment Léon Blum, le président du Conseil du Front Populaire en 1936. Alors afin de rester français, le père de Robert, Simon Debré, quitte l'Alsace à l'âge de 16 ans, au moment de son annexion par l'Allemagne après la défaite de la France en 1870. Il est loin d'être le seul, puisque près d'un dixième de la population d'Alsace quand même et de Moselle décide d'émigrer. Et oui, et d'ailleurs le cas par exemple de la famille Dreyfus, d'Alfred Dreyfus, dont on a déjà parlé. Simon Debré, qui devient du coup rabbin de Sedan, donc c'est pas très loin de l'Alsace, mais on est quand même en France, écrivain, linguiste, talmudiste, c'est vraiment une autorité en la matière. C'est d'ailleurs un rabbin atypique qui ouvre les synagogues aux femmes et à la musique. Et en 1888, Robert, qui a juste 6 ans, voit sa famille, donc et lui-même déménager près de Paris. Simon Debré devient en effet le premier rabbin de Neuilly-sur-Seine, puisque la synagogue de la ville a été construite quelques années auparavant. Neuilly, qui est alors une ville déjà bourgeoise, mais encore très provinciale, prisée pour échapper au tumulte parisien. Simon Debré est aussi professeur de Talmud au séminaire israélite, aumônier du lycée Janson de Sailly à Paris, l'un des meilleurs lycées de France où son fils Robert va étudier, et du refuge de Neuilly, et parmi ses ouvrages, un livre sur l'humour judéo-alsacien. Son fils Robert Debré n'a pas l'intention de devenir rabbin et il se détache rapidement de la religion. Il effectue des études de philosophie à la Sorbonne, puis les abandonne pour se consacrer à la médecine. En 1906, à 24 ans, il est reçu à l'internat des hôpitaux de Paris. 2 ans plus tard, il se marie avec Jeanne Debat-Ponson, qui est bon sang, qui est fille de peintre. Et c'est d'ailleurs l'une des premières femmes internes en médecine aux hôpitaux de Paris, avec laquelle il aura par ailleurs 3 enfants, dont un certain Michel Debré, qui sera notamment plus tard le Premier ministre du général de Gaulle. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Robert Debré est d'abord formé à la bactériologie et à l'immunologie. Il se spécialise ensuite dans les maladies infectieuses, la méningite, la rougeole, la diphtérie et la tuberculose. Et oui, parce qu'à l'époque, on ne sait rien de ces maladies qui sont absolument terribles, des épidémies régulières et qui font beaucoup de morts, en particulier chez les enfants. Et justement, notre Robert Debré, qu'on imagine dans son laboratoire, avec sa blouse, avec ses fioles et tout cela, qui participe aux essais sur le vaccin du BCG. À l'époque, ça n'existe pas, qui permet de protéger, on le sait, les nourrissons et les enfants contre les formes graves de la tuberculose. Alors cette fois, on avance un peu, on est pendant la Première Guerre mondiale et Robert Debré va
va être mobilisé, bien sûr comme beaucoup à l'époque. Il sera médecin lieutenant dans un régiment d'artillerie et c'est là que son meilleur ami de l'époque, Abel Ferry, neveu de Jules Ferry, parlementaire et ministre, va mourir au front et c'est Robert Debré qui va accompagner la dépouille d'Abel jusqu'à sa famille. Il restera, on s'en doute bien, traumatisé par cet épisode. Après-guerre, Robert Debré devient médecin des hôpitaux et il est nommé chef de service à l'hôpital Bretonneau à Paris, puis à l'hôpital des enfants malades. Il est membre de l'Académie de médecine à partir de 1933. Et oui, l'entre-deux-guerres marque sa consécration professionnelle. Alors à ce moment-là, il est quand même veuf déjà depuis 4 ans, depuis la mort à tout juste 50 ans de son épouse Jeanne. C'était en 1929. Décembre 1940, on est évidemment au début de la Seconde Guerre mondiale. En raison de l'entrée en vigueur des lois antisémites quelques semaines plus tôt, Robert Debré ne peut plus continuer à exercer, mais il représente une autorité indiscutable dans le domaine médical. Et cela, du coup, va pousser de hautes personnalités du secteur à se mobiliser en sa faveur. C'est quand même classe de leur part pour qu'il soit exempté des lois antisémites de Vichy qui l'empêchent de travailler. Ainsi, se mobilise le doyen de la faculté de médecine et le secrétaire général de la santé. Et ils obtiennent gain de cause. Début 1941, le maréchal Pétain signe une dérogation, ce qui est quand même très rare et qui permet à Robert Debré d'exercer à nouveau. À la rentrée universitaire de 1941, il est élu à l'unanimité de ses pairs à la chaire de clinique de médecine infantile à l'hôpital des enfants malades. Mais Robert Debré a bien conscience que sa situation est précaire. Fin 1942, donc un an plus tard, comme son fils d'ailleurs Michel, Robert Debré s'engage dans la résistance. Il crée le comité médical de la résistance avec 2 personnes en particulier, le neurologue Clovis Vincent, fondateur du centre neurochirurgical de la Pitié-Salpêtrière, et surtout Louis Pasteur Valéry Radeau, chef de service à Bichat, membre de l'Académie de médecine et professeur à la faculté de médecine de Paris. Et vous aurez noté un nom, Louis Pasteur, il est le petit-fils du fameux Louis Pasteur, celui qui est resté célèbre pour avoir mis au point le vaccin contre la rage. Concrètement, Robert Debré cache dans sa maison de Touraine des enfants ayant échappé aux rafles et abrite également une filière de faux papiers à l'hôpital des enfants malades, dans lequel sont soignés des enfants juifs et des résistants blessés. La famille de Robert Debré n'est pas épargnée pendant la Shoah. Sa mère, âgée de plus de 80 ans, est traquée par la Gestapo. Et c'est grâce à lui et à sa rencontre avec l'évêque Pierre-Marie Théas qu'elle est cachée chez des sœurs catholiques près de Montauban. Lui-même d'ailleurs est en danger, comme l'a raconté son petit-fils Jean-Louis Debré. C'était dans l'émission Les Debré, une saga républicaine, présentée en 2020 sur Radio J par Shlomo Malka. Jean-Louis Debré était venu présenter son ouvrage Une histoire de famille. Tout d'un coup, en consultant un journal, je tombe sur un de ces journaux de l'époque et il y a marqué en titre gras « Il faut liquider le juif Debré ». Quand vous tombez nez à nez avec cela, vous mesurez ce qu'ont vécu vos parents ou grands-parents. Et mon grand-père va échapper à la Gestapo. Quand elle vient le chercher, il a failli être arrêté. Il est prévenu par le concierge et il s'en va par la porte de service. Et c'est comme ça qu'il va échapper à la Gestapo. À la fin de sa vie, mon grand-père avait du mal à voir, la vue avait baissé, et ses petits-enfants venaient régulièrement lui lire des articles des journaux et parler avec lui. Et un jour, je lui dis « Parle-moi de l'antisémitisme ». Il s'est levé, il s'est rapproché de sa table de travail, il a ouvert son tiroir et il m'a montré l'étoile jaune. Et il m'a dit « C'est ça l'antisémitisme ». J'ai refusé de la porter, mais c'est ça la marque profonde de ce que je n'ai jamais pu supporter toute ma vie. Robert était agnostique. Il était fils de rabbin, mais il était agnostique. Donc oui, ça a marqué. Jean-Louis Debré, beau témoignage en 2020 sur Radio J. Merci beaucoup Christophe pour cette première partie de ce portrait consacré à Robert Debré. Radio J.